Hello, 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 hello. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'on va parler de ChatGPT encore? Pour faire le buzz? Oui et non. En fait, non. En fait, le sujet principal aujourd'hui, ça va pas du tout être ça. Mais il y aura un petit moment où, donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Toujours le petit côté croustillant. Aujourd'hui, on va discuter du dogmatisme dans le domaine scientifique. Alors, pourquoi je trouvais intéressant d'en parler? Ben, ça fait déjà plusieurs années que j'avais acheté un livre qui est excellent, que je conseille à tout le monde. C'est Rien ne va plus en physique de Lys Moline. Rien ne va plus en physique de Lys Moline. Je mettrai le lien, comme d'habitude, en commentaire. Et, et la question qui se pose, pourquoi elle est intéressante, c'est que finalement, en fait, la science, comment elle est présentée? Elle a toujours été présentée depuis qu'on est tout jeune, euh, par opposition au dogmatisme religieux. Il y a les idéologies religieuses ou autres, etc. Et il y a la science. La science qui, de par sa nature, échappe à tout dogmatisme. La science, elle ne se base que sur l'expérimentation, que sur du concret. L'expérimentation, le calcul, la confrontation d'idées et tout ça dans une harmonie entre chercheurs, etc. Et il suffit de voir les résultats qu'on a aujourd'hui dans le domaine scientifique pour se dire que finalement, voilà, la science, c'est le domaine le plus fiable. Alors, qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la science réussit à échapper au dogmatisme? Eh ben, je vais comme, bah non, en fait, ben, la réponse est tout de suite non, non, pas du tout. Et ce qui est assez intéressant, c'est, ben justement, je vais faire une petite introduction sur le livre de Lys Moline, Rien ne va plus en physique. Donc, je rassure mes auditeurs, en fait, je fais des vidéos, je parle de science, etc. Oui, il faut quand même avoir, si vous regardez mes vidéos, il faut avoir un peu de, je dirais pas de niveau, mais d'intérêt pour le domaine. Parce que moi, personnellement, je suis pas du tout pour la vulgarisation, en fait, à l'extrême. Je trouve que aller trop loin, en fait, dans les explications scientifiques, c'est-à-dire faire des conférences qui n'intéresseraient que les avertis et les experts dans le domaine, c'est pas forcément utile. Et la vulgarisation à l'extrême aussi, j'en vois vraiment pas du tout l'intérêt. Euh, Par exemple, moi, je me souviens que à l'époque, j'ai vraiment eu du mal en fait quand j'ai démarré la finance de marché. Donc moi, j'ai démarré la finance de marché, j'ai eu de la chance enfin de la chance. En 2008, donc à l'époque de la crise des subprimes, je me souviens que j'ai eu un contrat, donc j'ai travaillé chez Natixis, euh, près de Porte de Bercy. Très très joli d'ailleurs. Pour les Parisiens, c'est le quartier Cours Saint-Émilion, voilà. Magnifique. Et donc, comme à mon habitude, moi, en fait, quand je travaille dans un domaine, là, je rejoins en fait un YouTuber américain qui s'appelle TechLead. En fait, si vous connaissez pas, vous tapez Tech Lead. En fait, c'est un ancien des GAFA en fait qui a été Tech Lead, qui a été développeur chez, il me semble chez Google, hein, un ancien de Google ou un ancien de Facebook, ça c'est sûr, parce qu'il critique à fond un des frameworks de Facebook, React.js. Bon, attitude un petit peu déplorable sur jeu. Genre, je, je sors de la boîte là où c'est mal passé, puis je critique ses produits. Mais bref, ce qu'il dit, c'est ne devenez pas, bon, toujours titre un peu buzz et pour te pousser, ne devenez pas programmeur. Ouais, tiens, pourquoi il dit ça?
Don't be a software developer, don't be a developer, don't be a programmer. En fait, ce qu'il explique, c'est que, en fait, l'intérêt de tout ce qu'on a appris, en fait, c'est de faire un produit. C'est pas d'écrire des lignes de code pour écrire des lignes de code. Donc moi, justement, on en revient toujours à rester concentré. C'est là, on est en train de parler, en fait, de la vulgarisation à l'extrême. Euh, j'ai forcément, dès le début, j'ai essayé de me former dans le domaine de la finance de marché, d'essayer de comprendre. Et je suis souvent un petit peu ambitieux. Ah, mon truc, ça a été de comprendre un des domaines les plus complexes en fait dans le domaine de la finance de marché, c'est comment on calcule le prix d'une option. Donc une option, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une action, mais je précise juste, une option, c'est un titre qui nous donne le droit, un droit d'exercice à un instant ultérieur, le droit d'acheter un titre, ce qu'on appelle le sous-jacent, d'acheter un titre à un prix donné. C'est un droit, non un devoir. Hein. Devoir, c'est futur. Et le futur, ça se calcule très facilement, mais par contre, le droit, là, ça a été très difficile à pricer, c'est-à-dire à estimer la valeur de ce genre de produit. Et c'est pour ça que ça n'a pas été très démocratisé jusqu'à l'avènement en fait à la fin je crois fin des années 70 début des années 80 de trois personnes Black, Scholes et Morton qui ont fait une formule qu'on appelle la formule de Black and Scholes pour le pricing des options. Donc j'avais essayé de la comprendre cette formule en fait. Donc soit je tombais sur des articles où là faut faire presque une thèse en maths sur le sujet, soit je tombais sur des articles mais d'une vulgarisation où tu comprends toujours pas en fait. Des articles, voilà, Martin va à la plage, Martine, je sais pas, les trucs de dessins animés. Donc moi, voilà, en fait, pourquoi je trouve que la vulgarisation trop bas niveau, ça vous servira à rien et en fait, ça ne vous donnera pas vraiment de vision sur. Vous allez pas être convaincu par ce que je dis, de un. Et l'intérêt, c'est que quand je vous parle, c'est que vous soyez convaincu et que limite à la limite, si demain vous discutez avec une personne, vous ne pouvez être convaincant que si vous êtes convaincu vous-même et que vous ayez aussi de la matière, ça c'est très important pour mettre des commentaires. Voilà. Donc revenons-en au livre de Lys Moline. Donc je vais essayer justement de faire une introduction de manière pas trop vulgarisée, mais bon, on va pas parler de formule. Donc en fait, déjà première des choses, qu'est-ce que c'est que la physique théorique? Donc il faut comprendre que la physique théorique, son objectif, c'est pas de fabriquer des objets, c'est pas d'appliquer, en fait. On a la physique théorique, on a la physique appliquée. Donc là, on va parler de physique théorique et essentiellement de cosmologie, donc l'étude de l'univers, etc. Bon, aussi de mécanique quantique. Donc aujourd'hui, dans ce monde, dans ce domaine, on a atteint un mur, une espèce de un mur infranchissable depuis près d'un siècle, presque. C'est que on a établi en fait un peu comme un schizophrène qui aurait deux facettes. On a établi un ensemble de lois physiques, mais complètement distinctes. La relativité générale et la mécanique quantique. En fait, la mécanique quantique, elle va décrire ce qui se passe au niveau des particules infiniment petites, et la relativité générale, elle va décrire le comportement des objets macroscopiques, surtout tels que des planètes, etc. Relativité générale par Einstein, la mécanique quantique par d'autres savants. Bon, on est tous conscients que normalement, on devrait avoir un seul set, on va dire un seul ensemble de lois qui décrit comment marche l'univers. C'est logique. On peut pas dire ouais, les particules infiniment petites elles réagissent comme ça, mais un infiniment grand ça réagit d'une autre manière. Ou alors on explique pourquoi à l'infiniment grand ça agit de telle manière en parlant d'émergence en fait. Voilà. Par la complexité statistique, comment voilà, les lois à l'infiniment grand, elles sont différentes parce que et on explique pourquoi. C'est-à-dire qu'on arrive à les marier. Et c'est tout le challenge en fait.
qu'il y a depuis un petit moment, c'est ce mariage-là. Le mariage entre la mécanique quantique et la relativité générale. Et il y a eu une théorie donc qui a séduit pas mal de personnes. Dont moi-même je vais regarder pas mal de choses, hein, mais je l'avais pas dit, mais j'ai fait dans mes études, j'ai fait juste 2 ans, et 2 ans de physique, j'ai quand même étudié, on avait quand même étudié, j'avais quand même des cours de relativité. Donc ça n'a pas été ma spécialité, mais voilà. Et puis par la suite, bon, quand on est passionné, voilà. Et la théorie des cordes, ouais, moi j'avais beaucoup regardé, jusqu'à ce que je tombe justement sur ce livre en fait. Parce que bah, je l'ai beaucoup regardé pendant des années, mais à un moment donné, on avait l'impression que ça s'essoufflait, on entendait toujours le même discours. Et en fait, ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique déjà première des choses, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Est-ce que la physique, elle décrit la réalité? Déjà, première des choses. Est-ce que la physique théorique, ça décrit la réalité? Est-ce que c'est son but? Donc moi, je veux dire tout de suite, moi, on a ce qu'on appelle les réalistes et les non-réalistes. Moi, je suis non-réaliste. Pour moi, la physique, c'est pas son, en fait, c'est pas son objectif. La réalité, elle nous échappera, moi, je pense toujours. Son objectif, c'est d'établir des modèles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Ben, on va aller tout simplement la pomme de Newton. Hop. Newton, il a compris comment marchait la gravité. En voyant une pomme tomber ou pas, est-ce que l'histoire est vraie ou est-ce qu'on a un petit peu enjolivé l'histoire? Peu importe. Mais donc, ce qu'il explique, tout simplement, on s'en fout de la formule, hein, mais tout simplement, c'est que les masses s'attirent entre elles. Voilà. Et plus un objet a une masse et une densité et une masse énorme, plus il va attirer les objets vers lui, etc. Voilà. Ce qui va expliquer, voilà, le fait que la Lune tourne autour de la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil, etc. Et les calculs sont pas mal parce que sa théorie a bien montré que la forme elliptique des courbes, etc. Et surtout, ce qui est extraordinaire, ce qui avait été extraordinaire, franchement, moi, je trouve ça très bluffant de la part de la science, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait une planète qui qui réagissait pas correctement d'après les modèles. Et grâce à ça, en fait, bah, ils se sont dit, il y a peut-être une autre planète qui en fait qui influence, qui exerce son influence en termes de gravité. Et donc, on a découvert une nouvelle planète, non pas par l'observation, mais juste par des calculs. Donc vous allez dire, ben non, qu'est-ce qu'il a dit? C'est juste. Ça a été prouvé. On n'a même pas vu une planète et on sait qu'elle est là. Donc ce qu'il décrit, c'est vrai. C'est plus compliqué que ça. Einstein, il est venu et il a pris tout ça puis il l'a balayé. D'un revers de la main. On dit souvent, en fait, faut faire attention parce que souvent on dit voilà, on parle de progression, etc. On dit souvent que les meilleures révolutions sont celles qui remettent les choses, remettent en question la base même. Donc Einstein, lui, il explique parce que il y a eu des problèmes en fait dans le modèle de Newton. Ben ça expliquait pas le périhélie de Mercure. Peu importe, c'est que Mercure en fait, ben l'ellipse elle se décale un petit peu, voilà, ce qu'on appelle périhélie. Elle se décale tous les 1 ou 2 siècles, je sais plus de combien de degrés. Bref, c'est infime. Mais le modèle de Newton n'est pas capable de prévoir cette déviation. Deuxième chose, dans le modèle de Newton, la lumière, elle ne devrait pas être attirée par la gravité. Elle ne devrait même pas subir la gravité. Elle a une masse nulle. Donc, ayant une masse nulle, elle n'attirait pas rien. La gravité ne l'impacte pas. Voilà. Donc Einstein, lui, il vient remettre en question tout ça, puis il dit, non, mais c'est pas vrai, en fait, les forces ne s'attirent pas entre elles. Enfin, les masses ne s'attirent pas. Il n'y a pas d'attraction entre les masses. C'est juste qu'on vit dans un univers qui lui-même est pliable, en fait. Les masses tordent l'espace. L'espace dans lequel on vit est un espace qui n'est pas, on appelle ça euclidien, mais qui n'est pas lisse, qui n'est pas l'espace tel que vous imaginez. En fait, il peut même se tordre.
Ah, si ça, parce que j'aurais pu l'incruster, hein. Pour ceux qui veulent regarder un peu, c'est comme dans Superman 2, bon, c'est un peu pour les plus anciens. Quand ils sont enfermés dans une vitre, en fait, eux, ils vivent dans ils sont enfermés dans une vitre. En fait, la vitre, c'est leur espace. Cette vitre, elle peut se plier aussi. Donc, notre espace, si on l'imagine comme un truc 2D, bah, il se plie. Et voilà. Et en vérité, notre planète, la planète Terre, en fait, elle va tout droit. Elle n'est pas en train de faire elle n'est pas en train de tourner. Enfin, si, elle tourne, d'après notre observation. Mais dans les calculs, son mouvement est rectiligne. C'est une droite. Mais c'est une droite dans un espace différent que ce qu'on imagine. C'est une droite dans un espace qu'on appelle un espace de Minkowski. Donc c'est un espace en fait qui est courbé, qui est courbe, et non pas un espace euclidien plat. Voilà, tout simplement. Et dans cet espace courbe, je peux vous donner l'exemple d'un espace courbe. Vous prenez la planète, vous n'allez pas prendre en fait euh, euh, le volume de la sphère, vous allez juste prendre la surface. Et vous allez imaginer que cette surface, en fait, c'est un espace. Mais en fait, les droites dans cet espace, vous voyez bien qu'en fait, elles sont courbes. Elles se rejoignent au pôle. Voilà, et d'ailleurs, quand vous regardez le trajet des avions, vous voyez bien qu'en fait, les choses sont courbes, etc., etc., etc. Mais ça représente, en fait, des droites dans cet espace-là, qui est l'espace de la sphère de la planète Terre. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il balaye la réalité décrite par Newton. Malgré le fait que les calculs effectués par Newton nous servent même encore aujourd'hui en 2023. En fait, ils nous servent pourquoi? Parce que le problème, c'est que les équations d'Einstein sont tellement compliquées que pour des applications assez simples, en fait, on va dire les fusées, les choses comme ça, on va pas utiliser les équations d'Einstein. On les utilise un petit peu pour le GPS. On verra par la suite si j'ai le temps d'en parler. Mais d'une manière générale, on utilise encore aujourd'hui, d'un point de vue de l'ingénierie, les équations de Newton, bien que la réalité qu'elle décrit est totalement fausse. Les masses ne s'attirent pas. Donc voilà, j'espère que juste avec ça, vous allez comprendre la différence entre le modèle, son objectif, c'est de prédire des choses à partir d'un certain nombre, en fait, on va dire, de mesures, de constats, vitesse, patati patata, on est capable de prédire ce qui va se passer. C'est comme ça qu'on est capable de lancer des fusées, etc. Parce qu'on se dit, bah, si je la lance à telle vitesse, etc., avec en fait, on va dire, valeur initiale, bah, il va se passer ça. Et à partir de telle altitude, elle va atteindre, pour les satellites géostationnaires, elle va atteindre, voilà, niveau géostationnaire. Et ça, en fait, c'est de la prédiction basée sur le modèle de Newton. Donc le modèle, il nous permet de faire ça, mais il ne décrit pas la réalité. Donc ça nous suffit, ça veut dire. Finalement, on s'en fout de savoir que finalement la Lune, elle attire la Terre, ou plutôt c'est l'espace qui se courbe. Tant que moi je fais mes expériences, j'ai des valeurs initiales, tac, je sais que quand je calcule ça, je sais qu'il va se passer ça, et ben d'un point de vue pratique, là on est dans la physique appliquée, et ben je suis capable de faire des choses. Voilà. Et donc le livre de Lismoline, il nous explique bien ça. Il nous explique soyez comment dire conscient que c'est ça la physique théorique. La physique théorique, c'est ça. Mais pour qu'un modèle, donc ensuite tu nous expliques pour qu'un modèle puisse être candidat à remplacer un ancien modèle, ben c'est simple. Déjà, première des choses, comme je vous l'ai expliqué avec le périhélie de Mercure, il faut qu'il trouve, en fait, déjà il faut qu'il trouve une expérience que le modèle actuel est incapable de prédire, où il fait défaut. Il faut qu'il en trouve un. Il faut que lui soit capable de dire, tiens, tu vois, toi t'arrivais pas à prédire ça avec ta calcul, moi j'y arrive. Et deuxièmement, bien entendu, s'il est capable de résoudre ce problème qui était qui était impossible à prédire avec le modèle actuel,
il faut aussi qu'il soit capable de faire ce que le modèle actuel était capable de faire. Parce que sinon, ça sert à rien. S'il se dit, moi, j'arrive à faire ça, mais par contre, tout ce que tu savais faire, moi, je ne sais pas le faire. Non. Donc, c'est ce on appelle ça, bah, pour les ingénieurs informatiques, la non-régression. C'est-à-dire que faut pas qu'il régresse. Faut qu'il en reste au niveau du modèle actuel. Faut qu'il arrive à faire exactement ce que le modèle actuel fait, plus être capable de faire des prédictions plus justes sur des choses dont le modèle actuel n'est pas capable de faire. Voilà les critères d'un modèle qui pourrait se dire candidat à, à être un nouveau modèle qui remplacerait l'ancien. Est-ce que la théorie des cordes, elle répond à ces critères? Elle répond à aucun critère. Non seulement elle n'a pas réussi à faire, à établir ne serait-ce qu'une expérience, ne serait-ce qu'une, que, que la relativité générale, enfin, elle est plutôt dans le domaine de la théorie des cordes, elle est plutôt dans le domaine, on va dire, de l'infiniment petit, donc du modèle standard de la mécanique quantique, qui, qui, que le modèle actuel n'est pas capable de prédire, et elle dit, tiens, tu vois, moi, j'arrive. Non, pas une seule. Et elle n'est même pas capable de prédire ce que le modèle actuel est capable de prédire. Donc ça allait bien au début. En fait, elle a été séduisante. C'est ça, on a été séduit. Et oui, l'être humain, il réagit aussi souvent par émotion. Voilà. On critique la science, c'est rationnel, c'est si. Non, il y a de l'émotion derrière. Donc ce qu'il y avait, c'est que la théorie des cordes, elle était belle. Ah oui, parce qu'on décrit en fait toutes les particules qui sont compliquées, matière, protons, antiprotons, etc. Les gluons, les muons, voilà. Ça, c'est des classes de particules, etc. Tout ça, elle arrive à le décrire en disant que finalement, ce n'est que des cordes. C'est que des cordes. C'est-à-dire que en fait, on arrive à simplifier en disant que les particules, ben, en fait, on a un, un truc élémentaire qui est une corde, et en fait, chaque particule, comme l'électron ou le neutron, n'est qu'en fait un mode de vibration de cette corde. Voilà, ok, c'est génial, super. En plus, on tombe dans la physique vibratoire, qui est une physique qui est assez séduisante dans ses formules, etc. Et donc, on arrive à quelque chose de joli, l'unicité, la corde. Ouais, mais le problème, c'est que ils ont galéré, et ils ont mobilisé, et c'est ce que dit Lismoline dans son livre. Il y avait d'autres théories qui étaient candidates, qui ont été laissées de côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont mobilisé pendant pratiquement une quinzaine d'années, ou une vingtaine, les recherches de l'ensemble des universités de la planète. Et si tu pensais que la théorie des cordes, c'était une théorie foireuse, ben il y avait aussi la chasse aux sorcières. Comme on va le voir avec un des physiciens qui s'appelle Petit, Jean-Michel Petit, je me souviens plus de son nom, mais qui a établi un modèle qu'on appelle le modèle Janus. On va y revenir. Et l'auteur du livre, en fait, Lismoline, donc lui, il est partisan d'une théorie qu'on appelle la théorie de la gravitation quantique à boucle. Moi, quand j'avais lu ce livre, on n'entendait pas beaucoup parler de cette théorie. C'était il y a à peu près une dizaine d'années que j'avais lu ce livre. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Elle est assez séduisante. Moi, je trouve que bon, mais oui, mais je suis pareil. Voilà, j'ai mon intuition et ma croyance. Je suis plus attiré par le modèle de la gravitation quantique à boucle parce qu'elle discrétise l'espace. C'est-à-dire que l'espace n'est pas continu, mais on a des petits bouts d'espace. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je crois plus à ça. Tout comme moi, l'infini, ça me pose des problèmes. Le continu, ça me pose des problèmes d'un point de vue, on va dire, métaphysique, philosophique. Mais ça, je peux pas le prouver. C'est de l'intuition, c'est de la croyance. Donc on a ça aussi. Je suis pas en train de dire que moi je suis en dehors de ça et je suis Mister rationnel le plus total. Je suis en train de juste vous dire que voilà, vous avez la même chose. Et ça peut même aller loin. Parce que là, c'est par contre, c'est pas juste une question de les physiciens, ils avaient leur intuition. Non. On a eu quand même des effets collatéraux
qui était que finalement les modèles, parce que pour que la recherche elle avance en physique, il faut du financement. C'est pas parce qu'une personne elle a une idée en tête, aussi pertinente soit-elle, que ça va marcher. Il faut faire adhérer pas mal d'universités pour que la recherche puisse avancer. À moins, bon, Einstein, c'est vrai que ça respecte pas ce cas-là. Et lui, bon, c'était un génie. Mais voilà, surtout aujourd'hui, ça devient de plus en plus complexe, hein, la physique. Oui, plus on ouvre des portes, plus on trouve d'autres portes. Et, euh, et donc, du coup, voilà, là, on a vu du dogmatisme parce que tout le monde s'est mis dedans. Tous les étudiants, en fait, si vous voulez avoir une bourse, il fallait faire une thèse dans le domaine de la théorie des cordes. Sinon, ta bourse, tu peux, voilà, pour pas être vulgaire. Et ce qui a freiné totalement pas mal de théories qui finalement si on n'avait pas eu ça finalement peut-être que la théorie de la gravitation quantique à boucle elle serait à un stade beaucoup beaucoup plus avancé aujourd'hui. Voilà, donc on aurait peut-être une vision un peu plus éclairée sur l'univers, etc. Voilà, un autre exemple en fait, donc ça c'est dans le livre ça c'est juste une partie du livre de Lismoni qui est Rien ne va plus en physique. Donc vous voyez le titre, hein, Rien ne va plus en physique. Sinon, on a aussi un autre exemple qui est comment j'oublie toujours son nom, Jean-Pierre Petit. Je vous avais dit que j'allais parler à un moment donné de ChatGPT. Jean-Pierre Petit, en fait, bon, donc c'est un physicien qui a quand même eu pas mal de résultats. Il était physicien, il était, il a travaillé, comment on appelle ça encore? Attends. Il était directeur en fait. Jean-Pierre Petit était directeur j'oublie le nom. Oh là là, Alzheimer me guette. Jean-Pierre Petit, directeur. Il était directeur du CNRS, voilà. Il me semble, hein. Directeur du CNRS. Ouais, il a été directeur de recherche au CNRS. Et là, en fait, il a été à l'origine. Il a été à l'origine de plusieurs choses en fait, hein, dans les années 80 et 90. Dans le domaine, en fait, on va dire plus de la physique appliquée. Et c'est ensuite, mais puis il s'est intéressé, en fait, à la physique théorique. Et il rejoint les idées, d'un russe qui s'appelle Andrei Sakharov. Donc vous tapez, je vous mettrai le lien aussi donc Andrei Sakharov. Et lui, en fait, bon, c'est vrai que, bon, vu comme ça peut paraître un petit peu, on va dire, osé, et on est complètement, voilà, en dehors de, de l'ensemble, en fait, de l'opinion des physiciens. Lui, il dit simplement que les trous noirs n'existent pas. Moi, j'ai toujours été passionné par les trous noirs, mais vous voyez la différence, en fait. Moi, les trous noirs, ça a été une de mes passions pendant longtemps. Et aujourd'hui encore, je dis pas qu'il a raison, ou qu'il a tort. C'est juste, je regarde ce qu'il dit, je me dis, tiens, voilà. Parce que finalement, en fait, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, je veux dire, moi, si les trous noirs existent ou n'existent pas, ça n'a aucun impact sur ma vie, je veux dire. Est-ce qu'on cherche la vérité ou est-ce qu'on cherche juste à, à trouver des arguments qui montrent qu'on a raison? Et donc lui, il a établi un nouveau modèle qui s'appelle Janus. Janus comme jumeau. En fait, il explique qu'on vit dans un univers jumeau. C'est comme, voilà, si l'univers c'était un papier, c'était une feuille de papier en 3D, en fait, je vais simplifier avec une feuille de papier en 2D, il y a une face au-dessus et une face en dessous, tout simplement. Et aujourd'hui, il est complètement ridiculisé
Alors qu'il a été directeur du CNRS et que je vais pas vous citer toutes les inventions en fait en physique appliquée qu'il a fait dans le domaine aussi même militaire, etc. Dans les années 70, il me semble, hein, tout comme Andrei Sakharov, le russe. Aujourd'hui, il est ridiculisé. Il est incapable d'assister à aucune conférence. On le blacklist totalement. Il a écrit des articles qui ont été rejetés, en fait, pour des raisons obscures. Et donc, une des personnes donc, qui est à l'origine de tout ça, c'est Thibaut Damour, qui est aujourd'hui, qui est un prix Nobel, qui est une personne, c'est un Français. Et bon, ils s'entendent pas. Ouais, mais tu t'entends pas, je veux dire, tu mets pas, tu écrases pas en fait les idées d'un physicien. Et bizarrement, maintenant, tu commences à avoir des Américains et des personnes qui sont intéressées par son modèle. Mais ça a mis du temps et la personne, ben, l'Empire Petit, il galère à essayer de faire comprendre son modèle. Il a même invité, il a fait des vidéos, par contre, bon ça c'est très mathématique, il fait des vidéos où il explique mathématiquement son modèle, où il explique que avec juste un bac plus 2 en mathématiques, on peut déjà commencer à comprendre et ben, c'est un peu comme l'open source informatique, où il appelle ben, des gens à contribuer à ses recherches parce qu'il est tout seul en fait. Donc vous voyez, finalement, la science, elle n'échappe pas à tout ça. À un clergé. Parce que là, lui, il s'est fait sortir du clergé. C'est la chasse aux sorcières. C'est Galilée. Bon, heureusement qu'on vit dans un monde un peu plus civilisé, il n'a pas été mis au bûcher. Mais une personne comme ça, il y a quelque temps, elle aurait été mise au bûcher. Donc, ce qu'il a aussi fait, pour essayer d'un peu prouver, en fait, et ça c'est très intéressant, ça explique un peu ce que je disais, et c'est avec ça que je terminerai la vidéo, c'est qu'il a utilisé ChatGPT. Bon, forcément, il montre au début hein, les défauts de ChatGPT. Je vais juste, j'essaierai de partager si, je sais, lui il l'a pas, parce que moi mes discussions de ChatGPT, je, je peux les partager, hein. Mais lui il l'a pas partagé, mais il dit qu'il allait, qu'il le ferait. Quand il le fera, ben j'essaierai de le partager. Donc là, ben l'extrait du premier échange, c'est, ben lui il pose la question. Pensez-vous que l'astrophysique, la cosmologie et la physique théorique soient en crise? Bah, l'IA, ChatGPT, qui répond, en tant qu'IA, je n'ai pas de croyance personnelle, mais je peux vous dire qu'il y a actuellement des défis dans le domaine de l'astrophysique, de la cosmologie et de la physique théorique. Bon, voilà, c'est une réponse un peu pampant. Donc là, ils disent, soyons clairs, l'IA n'a pas encore le niveau. Elle tâtonne, élude les questions, elle élude les questions et elle passe à autre chose. Mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est comme je disais, en fait, l'IA, tu peux la nourrir. Finalement, il faut pas attendre que ChatGPT, c'est pour ça que je disais, ChatGPT, pour moi, c'est un outil formidable. C'est qu'il faut pas juste être passif et dire ChatGPT, donne-moi des informations. Surtout que les informations qu'il peut te donner, elles peuvent être largement fausses et ça a été prouvé, hein. Mais par contre, quand tu es actif, c'est-à-dire que quand tu exposes d'une manière synthétique un certain nombre de choses, eh ben ChatGPT, il est capable de comprendre et de faire des parallèles et des analogies, comme je disais, de dire finalement, oui, t'as peut-être pas tort. Et ça, il le fait pas tout le temps. Moi, j'ai essayé de lui dire des conneries des fois. Et il a été capable de dire non, cette analogie, bah, elle est un peu débile. Il le dit pas comme ça, bien entendu. Et donc là, si on regarde la discussion, donc ce qu'il dit, c'est en ce qui concerne le confinement. Donc là, c'est un deuxième échange hein, d'IA. Donc il lui a expliqué un certain nombre de choses. Je vais résumer, hein, mais je vais donner en fait la réponse du coup de ChatGPT lorsqu'on fait en fait une discussion avec lui qui est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus profonde. Ben voilà ce que répond l'outil ChatGPT. En ce qui concerne le confinement des galaxies, le modèle standard et le modèle Janus. Donc là, il parle de son modèle propose des hypothèses différentes pour expliquer ce phénomène. Comme vous l'avez mentionné, le modèle standard suppose l'existence d'un halo de matière sombre. Pour ceux qui ont entendu parler, qui aiment bien
science et vie, voilà, la matière noire, la matière sombre, etc. Dont les propriétés sont déduites de manière ad hoc pour expliquer la formation et la stabilité des galaxies. D'un autre côté, le modèle Janus suppose que le confinement des galaxies est dû à un environnement de masse négative. Oui, il introduit la notion de masse négative, qui repousse la masse positive de la galaxie et le profil de densité est déterminé à partir de solutions couplées de des équations de Vlasov, on s'en fout. Et là, c'est là où c'est intéressant. D'un point de vue de la cohérence mathématique, le modèle Janus semble donc être plus solide que le modèle standard, car il repose sur des équations de la physique fondamentale pour expliquer la distribution de la matière dans les galaxies et leur environnement. C'est-à-dire que c'est quand même impressionnant, en utilisant le chat GPT d'une manière intelligente, efficace, bon, ça, c'est pas une preuve que ce qu'il dit c'est vrai, hein, mais en utilisant ChatGPT avec un petit peu plus, comme je dis, voilà, d'intelligence en rentrant dans les détails. À l'occasion, je vous fournirai des exemples en fait de discussions que j'ai eues avec ChatGPT. Vous allez voir un petit peu comment se déroulent les discussions en fait. Et comment on peut justement, c'est comme ça qu'on en tire vraiment sa quintessence à ce type d'outil. Parce qu'il y a aussi Bard aussi maintenant, voilà, à ce type d'outil. Et mais quand même finalement, c'est comme si en fait l'outil, en ayant récolté l'ensemble d'informations qu'il a dans sa base de données, couplé à sa compréhension du langage naturel, il est capable en fait finalement de d'en arriver à une conclusion où le modèle Janus, où il dit ton modèle il est plus cohérent. Alors que l'ensemble de la doxa physique, eh ben ils ont condamné totalement Jean-Pierre Petit, ils le ridiculisent. Hein. Ils le ridiculisent, c'est vraiment le côté chasse aux sorcières. Voilà. Bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a montré que c'est juste un petit aperçu, que même dans le domaine scientifique, on n'échappe pas aux conflits d'intérêts, aux côtés doxa, au clergé, etc., à ce genre de choses qu'on retrouve dans les religions. Donc dire que finalement le modèle scientifique, que la science, c'est propre, c'est net, c'est carré, non, c'est faux. Voilà. Voilà. Ben derrière, il y a le côté humain. Et je pense que la sociologie et l'épistémologie, qui est donc l'étude des sciences en tant qu'objet d'étude, ce serait intéressant d'avoir des gens qui étudient ça un petit peu plus en détail. J'ai pas eu l'occasion de m'y plonger. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Ce sera pas toujours des critiques, hein. Et, euh, et il y aura aussi des vidéos, à vous de dire ce que vous voulez. Si vous voulez des vidéos un petit peu plus techniques, etc. Voilà. Mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Parce qu'il y aura encore beaucoup de contenu, comme je vous ai dit. Blockchain, etc. etc. Voilà. Au revoir.